Fidèles auditeurs de Radio Djena, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'émission Et nous. Nous sommes en vacances, nous parlons vacances et si les portes de l'école ont fermé, celles du développement et de l'épanouissement des enfants sont restées ouvertes. Comment transformer cette période en un moteur de découverte de soi, de réveil et de détente? Nous en parlons dans ce numéro avec le coach Laurent Afouji, notre invité du jour. Bienvenue, monsieur Laurent. Merci, Méchac. Merci à tous les auditeurs, à tous les followers. Merci pour cette opportunité qui nous permet encore d'apprendre l'un de l'autre et d'informer utilement et positivement nos chers auditeurs. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que faut avoir l'honnêteté de le dire. On est nombreux sur le territoire et nombreux à être peut-être disponibles. Si vous m'avez choisi, c'est parce que peut-être vous avez trouvé que je peux vous aider. Et c'est un honneur, alors merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, comme je le disais tantôt, nous parlons de vacances, nous parlons de comment optimiser cette période. Alors, actuellement, est-ce qu'on va dire qu'on est en vacances ou on est en pré-vacances? On est déjà en vacances. On est déjà en vacances. C'est vrai que officiellement, ce n'est pas encore déclaré ou les élèves n'ont pas encore reçu l'autorisation définitive de rester à la maison et de ne plus venir à l'école. Mais les examens étant terminés, certains d'ailleurs, pour la plupart, ayant déjà reçu leurs résultats, il n'y a plus rien à faire. Les élèves connaissent déjà leur sort, sauf peut-être ceux qui ont passé le bac. Et le CEPD. Et le CEPD, naturellement, qui attendent encore. Sinon, tout le reste est déjà situé. Donc, ils sont déjà en vacances. Et les classes de passage étant en vacances depuis plus d'un mois maintenant, d'ailleurs. Donc, c'est les vacances qui commencent comme ça. Et déjà, on peut le sentir. Certains ne savent même plus où se trouve leur kaki. Ah oui. Et où se trouve le sac. À plus forte raison, ce qu'on appelle le petit déjeuner pour aller à l'école, les parents déjà ont cessé d'en donner depuis. Donc, les élèves sont en vacances, ce sont les établissements qui ne le sont pas encore. Officieusement, les élèves, les enfants sont en vacances, mais officiellement pas encore. Oui, officiellement pas encore, puisque la date prévue pour le début des grandes vacances n'est pas encore arrivée. Oui, et pendant ce temps, il y a plein qui ont déjà commencé par mener des activités, à se prélasser au soleil. Généralement, à quel genre d'activité, ou je dirais, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les élèves font pendant cette période pré-vacances? En attendant, en tout cas, que les vacances ne soient officiellement lancées, la plupart, du moins pour ceux qui aiment être actifs, il y a une catégorie qui s'adonne aux jeux ou aux loisirs en général. La télévision, les PlayStation, les jeux de foot, tout type de jeux. Certains encore vont à des sorties avec leurs amis, à des promenades. Il y a une catégorie de ces jeunes-là qui se retrouvent en collaboration avec les parents pour les activités domestiques. Et d'autres encore vont aider leurs parents dans leurs différentes activités. Donc, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce. J'ai oublié qu'il y a, dans la première catégorie, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Ah oui, la grande majorité. Oui, puisqu'ils ont laissé leur téléphone à côté pendant l'année scolaire, maintenant, il faut rattraper. Donc, dans cette première catégorie-là des loisirs, il y a les réseaux sociaux qu'il faut mettre. Donc, je parlais de la deuxième catégorie qui aide les parents dans leurs petites activités. Et certains même vont déjà accompagnent déjà leurs parents à leur lieu de travail, à leur lieu de service. Pour les parents qui sont organisés, qui aimeraient bien que les enfants apprennent quelque chose, il y en a qui les accompagnent, parce que j'ai déjà vu des enfants avec leurs parents, sur le lieu de travail, les enfants, ils sont avec eux, pas parce qu'il n'y a personne à la maison, non, mais parce que les parents veulent les occuper d'une certaine manière et qu'à travers ces accompagnements-là, qu'ils apprennent quelque chose pour leur propre vie. Qu'ils sachent dans le concret. Activités professionnelles. Effectivement, qu'ils sachent aussi dans le concret ce que font leurs parents comme travail. Parce que certains enfants, quand tu leur poses la question, que fait papa? Que papa travaille avec l'État, papa est fonctionnaire. Que fait-il? Il est dans un bureau. Que fait-il? Il ne sait pas.
Donc, il y a une catégorie aussi qui accompagne. Et maintenant, il y a une petite minorité, permet que je le dise ainsi, parce que c'est très infime, c'est pourquoi je dis petite minorité, qui est réellement dans des activités structurées qui leur permettent d'apprendre, non seulement sur eux, mais aussi sur la société, pour leur propre culture. Peu sont ces jeunes-là, ces élèves, qui en ces moments-ci s'organisent pour apprendre, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et vous, à l'époque, vous étiez dans quelle catégorie? Dans la première. La première. Dans la première, soyons honnêtes. Oui. J'étais dans la première. Je fais partie de ceux qui aiment s'amuser. J'aimais beaucoup m'amuser et j'aimais beaucoup jouer au foot. Donc, moi, même quand on nous dit, venez à l'école, on y va, et on dit aujourd'hui l'enseignant n'est pas là, allez à la maison. Non, moi je ne vais pas à la maison. Je reste dans l'établissement pour jouer correctement. On a toujours le ballon dans le sac. Dès qu'on nous libère là, on va le faire gonfler chez le vulcanisateur et on se met à jouer. À l'époque, c'était le ballon qu'on appelait Watapolo. C'était un ballon très dur, dont la peau est très très dure. Ça fait mal aux pieds, mais on le jouait très bien. Donc, moi, j'aimais m'amuser. J'étais dans la première catégorie. Il faut dire que jusqu'alors, ce n'est pas fini. Ah oui. Non, mais écoutez, je trouve mon ressourcement dans les loisirs. C'est quand je m'amuse que je me ressource le mieux. Pas quand je me retire ou je m'isole. Non, connais-toi toi-même, disons-nous, dans le coaching. Donc, c'est là, en m'amusant, je peux être en train de jouer, mais je suis en train de travailler les méninges pour pouvoir retrouver ou me retrouver face à certaines situations qui me causent du stress, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu pour moi. De votre partage, est-ce qu'on peut déduire que le fait de se donner au loisir, de s'amuser, fait partie importante pour le développement d'une personne? Ah, inévitablement, l'être humain doit avoir dans son planning, dans son programme, des créneaux pour les loisirs. Les loisirs, certains les appelleront le divertissement. Oui. Le divertissement voudrait dire qu'il y a eu une période où on a été très concentré, très orienté, très fixé sur un objectif, sur une activité donnée, respectant des règles strictes de fonctionnement. Donc, après cette période-là, puisque d'ailleurs, pendant cette période, il y a du stress. Donc, il faut à un moment se départir de ce stress-là pour faire l'équilibre. Parce que rester de manière prolongée dans le stress peut endommager la santé. Cela peut plus tard créer même du dégoût pour le travail. Parce que le stress à un niveau donné n'est plus stress, ça peut entraîner la dépression. Donc, il faut les loisirs. Et il y a plusieurs types de loisirs. Donc, chacun doit en avoir en fonction de comment il se connaît, de son timing, de son planning et aussi de ses objectifs. C'est en fonction de cela. Et il faut aussi tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Un pays dans lequel on ne joue pas au foot. Et toi, c'est le foot ton premier loisir, tu dois en trouver un autre. Sinon, tu risques de ne pas t'en sortir. C'est important, très vital d'ailleurs, les loisirs, pour un être qui se veut équilibré. Les loisirs, c'est important pour une personne qui se veut équilibrée. Et dans cette logique, pendant les vacances, les parents font des programmes, des projets afin de permettre à leurs enfants qui sont restés pendant longtemps concentrés de se relaxer, de se détendre. Mais dites-moi, vous êtes à la fois coach et en même temps parent. Est-ce que vous pensez que les vacances qu'on doit offrir aux enfants doivent nécessairement dépendre de leurs résultats? Bien, d'abord, pour attaquer les résultats, il faut dire que ces résultats sont préparés dès la rentrée. Dès la rentrée. Raison pour laquelle certains parents se permettent ou s'offrent le droit de faire des promesses aux enfants dès la rentrée. Si tu arrives à obtenir cette moyenne-ci, je te ferai ceci, je t'amènerai ici, je t'amènerai là. J'ai une fois été sur un plateau radio avec un monsieur qui dit avoir promis à ses enfants que si au moins 2 d'entre eux, il a 3 enfants, si au moins 2 d'entre eux réussissent à avoir une moyenne ou une mention bien en fin d'année, il les amènera aux États-Unis. Ah oui. Tous 3. Il les amènera tous 3 aux États-Unis. Donc, cela a motivé les enfants à se solidariser
pour que chacun puisse faire l'effort de ne pas être celui qui va trahir le groupe. Les États-Unis, on doit y aller. Pendant qu'un se met à table en train d'apprendre et voit les autres en train de s'amuser, il dit « Hey, vous là, ne gâtez pas mon opportunité d'aller aux États-Unis. Alors prenez vos cahiers. » Et c'est comme cela qu'ils se sont débrouillés. Ils n'ont pas eu la mention bien. Tous trois ont eu une mention. Seul le dernier a eu la mention bien. Les deux aînés, les aînés ont eu la mention très bien. Et chose promise, chose due. Il les a amenés. Ils sont allés faire une semaine. Il les a ramenés. Donc, c'est bien qu'il ait ainsi agi, surtout connaissant ses enfants et les ayant préparés pour ce genre de défis à relever. Donc, ceux des parents qui n'ont pas l'habitude de s'organiser ainsi, pour eux, ce ne serait pas non plus une mauvaise chose. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose de traiter l'enfant en fonction de son résultat. Mais le punir pendant les vacances, à cause de ses résultats, ne serait pas une bonne chose. Parce que le fait que l'enfant échoue, déjà, ne lui fait pas plaisir à lui-même. Oui. C'est une douleur. C'est une douleur. C'est une douleur. D'ailleurs, c'est une humiliation pour certains enfants conscients de savoir qu'ils ont réussi et qu'ils ont échoué pendant que leurs camarades ont réussi. Et ils sont déjà embêtés dans leur être. Ils n'arrivent plus à sortir. Et toi, le parent, au lieu de le réconforter, au lieu de l'encourager, au lieu de l'amener, au lieu de l'amener à sortir de temps en temps, Voltique, ne dites plus haut, dites Voltique. Alors, au lieu de l'amener à sortir de temps en temps, ou le rapprocher, qui t'accompagne dans tes activités et tout, si toi, le parent, tu te mets dans cette posture-là du censeur, en ce moment-là, tu risques de perdre l'enfant. C'est comme cela que certains se sont suicidés en vacances, certains enfants. Désolé, si un enfant m'écoute en ce moment, ce n'est pas pour lui l'opportunité de dire ou de se dire que, là, puisque mes parents me briment, me font ceci et cela, je dois... Non, ce n'est pas une solution. Pas du tout envisageable. Mais il faut reconnaître que ce sont les parents ou certains parents qui ont poussé leurs enfants jusqu'à ce niveau-là. Et ce n'est pas bien que les parents le fassent ainsi. Il faut plutôt faire asseoir l'enfant, lui expliquer, au cas où son résultat n'est pas bon. Même quand le résultat est bon, il faut faire asseoir l'enfant. Parce que moi, je me rappelle, j'étais au CM1, je passais au CM2. Mon père m'a appelé. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, tu vas au CM2. Cette classe où tu vas là, c'est une classe d'examen. Et tu dois savoir compter de maintenant que l'année prochaine, ta manière de te comporter ou la manière dont tu t'es comporté au cours de cette année qui est écoulée, ce ne sera plus la même chose. Parce que tu as un examen à passer. Pendant les vacances, voici, il a dit ce qu'il pouvait dire. Ce qui a fait que quand l'année a commencé, je savais déjà que j'avais un examen. Donc, à plus forte raison, pour l'enfant qui a échoué, ou dont le résultat n'a pas été à la hauteur de ce que les parents attendaient, il faut discuter avec l'enfant. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Et il faut lui offrir un traitement qui lui permet de se reconditionner, de se ressourcer, de se fortifier, de s'apprêter à affronter. Ces enfants, généralement, ont hâte que l'année reprenne pour relever le défi. Donc, c'est important que les parents puissent le faire parce que un enfant qui a eu des difficultés en cours d'année ou qui a eu il y a une réalité aussi à relever. Beaucoup sont les parents qui n'accompagnent pas les enfants en cours d'année. Et en fin d'année, ils se permettent de les censurer, de les punir, comme si les résultats scolaires de l'enfant dépendent uniquement de l'enfant. Lorsqu'un enfant échoue, il faut que le parent se pose la question, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part? Et si le parent trouve sa part, pourquoi ne pas amener l'enfant à un camp de jeunes, à un camp ou quelque part où il peut apprendre de nouvelles choses, s'occuper pour ne pas ressentir le poids de ces mauvais résultats sur lui pendant cette période-là. Il faut que les parents apprennent. Je dis parce que j'en suis un et c'est une chose importante. Une fois, un proche à moi était au C1 et a redoublé le C1, a pleuré de l'école jusqu'à la maison et je lui ai demandé, Oguéa, il dit oui.
Il va vu l'éléphant. Il dit oui. Bah, nous familles pour la passer. Il dit non. Elle va tout un commun. La mienne avait blévi. J'étais aussi enfant. Moi, je devais être au CM1 ou au CM2 à l'époque. J'étais aussi enfant. La mienne avait blévi. On allait s'amuser. Et pendant toutes les vacances, j'ai plus rien entendu relativement à son échec. Non. L'année qui a suivi, jusqu'à ce que la personne finisse ses études, tout s'est bien passé. Voilà. Malheureusement, tous les parents n'ont pas cette mentalité. Et parlons justement de douleur, d'échec. Il arrive qu'au cours de l'année, les enfants soient affectés par peut-être un deuil, un décès, des blessures émotionnelles dues à mille ou une raison. Comment est-ce que les vacances peuvent soigner ces enfants-là qui souffrent de telles blessures? Bien, la vie, très malheureusement, est faite aussi des événements douloureux. Et ce sont généralement ces événements douloureux qui nous forgent le plus. Les événements heureux souvent passent sans que nous posions des questions sur ce qu'on peut en tirer. C'est quand c'est douloureux qu'on s'assoit, on y réfléchit, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Que dois-je faire pour que demain, cela ne se reproduise plus? Donc, il arrive pour les élèves ou les apprenants qu'en cours d'année, certains perdent leurs parents. J'ai été victime, j'étais en première quand ma maman est décédée. Et c'était au tout premier trimestre, en décembre. Wow. On était à l'approche des congés de Noël. Quand elle est décédée, j'étais en première. Waouh! Tout le monde croyait que là c'est mort parce que j'étais très attaché à ma mère. Mais heureusement, à l'époque, il y avait un peu d'insouciance, pas d'innocence, un peu d'insouciance, pour ne pas dire un peu de négligence face à certaines choses sérieuses. Peut-être que je traîne encore ça, mais heureusement. Et je me suis dit, ma maman est décédée, on vient de l'enterrer, j'ai un examen. Bon, si je me mets à pleurer, ça change quoi? Allez, derrière. Et j'ai envoyé l'affaire là derrière. Je me suis concentré sur mes études. J'avoue même que le jour où ma maman est décédée, j'étais allé voir le corps. Le lendemain, je suis allé à l'école. À la radio, mes camarades l'ont appris, sont venus à l'enterrement. C'était un mercredi l'enterrement. Le jeudi, quand on est retourné à l'école, j'étais allé à l'école le lendemain, jeudi. Le suivant est venu me renvoyer. Que toi, ta maman est décédée, on l'a enterrée. Tu viens foutre quoi à l'école? Je dis, suivant, ma maman est déjà décédée. Mes camarades m'ont copieusement insulté. Ils m'ont traité de sorcier, d'être sans cœur, de tous les noms d'oiseaux. Je dis, bon, dans tous les cas, j'accepte. Donc, je l'avais pris assez sportivement et Dieu merci, je n'ai pas perdu l'année. Je m'en suis sorti. Il y a des jeunes aussi aujourd'hui à qui cela arrive. Oui. Comment s'en sortir? La première des choses, c'est ceux qui les entourent. Leur environnement, le plus immédiat. Ne pas les laisser seuls. Il faut toujours être avec eux, avec ce genre d'élèves, les accompagner, les amener à comprendre que, certes, un est parti, mais nous autres, nous sommes là. Ça ne sera certes plus la même chose, mais ce ne sera pas le pire non plus. L'encourager, l'amener à ne pas se sentir seul. Parce qu'en ce moment-là, il y a toutes sortes d'idées qui nous traversent l'esprit. Oui. J'avoue que il m'a effleuré l'esprit de suivre ma maman, tranquillement. Parce que je me posais la question, comment allais-je m'en sortir? Comment pouvais-je le faire? Ce qui m'a réconforté, qui m'a fait sortir cette idée de la tête, c'est que j'avais ma petite soeur. J'ai dit, ah bon? Donc, tu vas laisser ta petite soeur aussi? Et j'ai dit non. Alors là, il ne faut pas les laisser seuls. L'autre chose, c'est de s'occuper, maintenant pour eux-mêmes, s'occuper au maximum. En quoi faisant? Toutes sortes d'activités, que ce soit les loisirs, que ce soit les activités génératrices de revenus, que ce soit pour aller aider quelqu'un ou participer à un camp, tout ce qu'ils peuvent faire qui pourra les occuper. Seulement, éviter la mauvaise compagnie. Parce qu'en ce moment-là, la dépression n'est pas loin. Et on est vulnérable. On est vulnérable, exposé. Et c'est souvent en cette période que le diable, entre griffes, envoie ses agents
pour dire, bon, récupérez-le-moi, prenez-le-moi, profitons du moment où il est faible, pour l'embobiner et tout ça. Ben, il faut être vigilant. Sinon, on se lance dans quelque chose duquel on se sortira difficilement. Le français m'embête ce matin, c'est pas pourquoi. Non, prenez un peu d'eau, ça va aller. D'accord, j'espère bien que ça va aller juste. Oui, parlons des activités. Parfois, quand ces jeunes-là ou ces élèves traversent ce genre de situation, ils sont isolés, ils n'ont pas envie, ils n'ont plus le goût de la vie, ils n'ont pas envie de pratiquer quelque chose ou ils ne savent même pas quoi faire. Et généralement, c'est à leur entourage qu'il revient de faire ce travail. Quel conseil vous pourriez donner à l'entourage pour pouvoir aider ces jeunes-là pendant les vacances? Quelle activité ils peuvent leur proposer? Bon, tout à l'heure, je le disais. Tout comme le cas de ces jeunes vulnérables, il faut considérer l'élève qui est en vacances comme une personne vulnérable. L'élève qui est en vacances est une personne vulnérable. Vulnérable parce que l'oisiveté est mère de tout vice. Il ne va plus à l'école. Il est oisif. Il est exposé à tout vent, à tout danger. Raison pour laquelle, vous savez, dans la psychologie de l'humain, on nous l'a même dit à l'école, je crois que c'est en terminale, en philo, la nature a horreur du vide. Ah oui. Ah ben oui, que ce soit physiquement, spirituellement, la nature a horreur du vide. Donc, à partir du moment où la personne n'a plus d'occupation, il y a des idées qui vont lui venir. Des propositions de tout genre. Et c'est généralement en cette période-là que certains jeunes sont dépucelés, déviergés, et d'autres encore malheureusement consomment la drogue, d'autres malheureusement se retrouvent infectés, ainsi de suite, et prennent des choses bizarres. Certaines filles ne reprennent même plus l'école parce que se retrouvent enceintes en cette période. Oui. Tout cela est dû à l'oisiveté. Parce que les parents n'ont pas vu venir les vacances au point de s'organiser pour occuper leurs enfants suffisamment. Or, un enfant non occupé est un adulte exposé. Un enfant non occupé est un adulte exposé. Il faut occuper l'enfant pour l'amener à se forger pour la rentrée qui arrive. Généralement, si on suppose que l'enfant a réussi, c'est qu'il a de plus grands défis à relever l'année qui arrive. Donc, l'enfant doit acquérir de nouvelles compétences. S'il y a beaucoup d'amusement dans son corps, il faut l'amener à faire des activités qui vont l'amener ou qui vont le pousser à se discipliner un peu plus. Même quand on demande à l'enfant de regarder la télé. Je me rappelle, à des vacances, j'allais chez un oncle, paix à son âme. Quand il va au boulot, il nous tend la télécommande. Il dit, à mon retour, vous allez me rendre compte. Aïe. Ça, c'est un cadeau piégé. Ou bien oui. Certaines fois, on n'a même plus envie de regarder. Oui. Parce qu'on veut juste qu'à son retour, qu'on lui dise, on n'a pas regardé. Mais le connaissant, lui, vous a donné une télécommande. Et vous allez lui dire que vous n'avez pas regardé. Donc, et donne une idée. Donc, on regarde. Et on prend note. Je me rappelle avoir écrit dans le livre d'une de ses filles. Et il m'a tapé pour ça. Il ne m'a pas tapé parce que j'ai écrit. Mais j'ai écrit là où on ne devait pas écrire. Depuis ce jour-là, je te dis, même les polycopes que j'ai eu à l'université, j'ai du mal à écrire dedans. Je n'écris pas dedans. Quand je veux faire la photocopie sur tous les polycopes faits en recto verso, moi je ne fais pas recto verso. Juste le recto, le verso va sur une autre page, une autre feuille. Donc j'écris derrière parce qu'on m'avait déjà tapé pour ça. Donc il faut confier des responsabilités aux enfants. L'enfant isolé, je l'avais dit entre-temps, il faut l'amener avec soi. Vous voulez faire la lessive, demandez-lui de sécher les linges que vous finissez de laver. Demandez-lui de nettoyer le fil à sécher. Demandez-lui de vous puiser de l'eau. Demandez-lui de faire ci ou de faire ça. Il faut l'occuper. Toute activité que l'on peut faire et qui ne sera pas dégradante est de nature à occuper l'enfant. Et non seulement l'occuper, mais l'instruire. Parce que tout ce que nous faisons, même ce que nous sommes en train de dire là, nous apprenons. Chaque jour, nous apprenons. Tu es bon balayeur de la rue, mais en balayant chaque jour, tu acquiers de nouvelles expériences, tu apprends à nouveau. Donc, il faut toujours trouver une activité à l'enfant. S'il n'y a pas d'activité, appelez-le, causez avec lui. C'est aussi une activité.
En causant avec un enfant, on enseigne, on transmet et on apprend de cet enfant. On apprend mieux à le connaître. Peut-être en discutant avec lui dans ses vacances, vous découvrirez pourquoi les résultats de l'enfant ont été tels qu'ils ont été. Pourquoi en cours d'année, l'enfant s'est comporté comme il l'a fait. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Quelles ont été ses assurances? Quelles ont été ses craintes? Et là, cela vous permet, à vous, l'adulte, le parent, de mieux vous organiser pour la rentrée qui vient. C'est important de toujours trouver une occupation. Je me rappelle une dame, elle vend les sachets plastiques au marché d'Aulato. Une fois, elle a un petit-fils avec elle. Une fois, elle ne devait pas aller au marché. Elle est restée à la maison. L'enfant sortait pour jouer. Elle a appelé l'enfant et lui a dit l'enfant s'est fâché. Ses amis l'attendent puisqu'il joue à la devanture. Ses amis étaient en train de jouer, ils les entendaient. Mais ils causaient et la vieille s'est mise à lui raconter sa vie à elle. C'est en lui parlant à l'enfant que l'enfant a découvert pourquoi sa maman se comporte comme elle se comporte envers lui. Donc, l'enfant était fâché avec la mère. Parce qu'il trouve que la maman ne le traitait pas bien. La maman était trop dure. Il trouvait que la maman était trop dure. Et vous savez, le mal, c'est que les mémés ont été assez durs avec leurs propres enfants. Maintenant, quand on leur apporte les petits-enfants, c'est un peu de laisser aller. Oui. Et on se demande, c'est ce que tu nous as montré, que tu es en train de montrer à l'enfant de Dassi Devia. Donc, l'enfant ne savait pas que sa mémé était aussi dure de caractère. Donc, il a fini par comprendre. Il n'y aurait pas eu cette période de causerie. L'enfant ne l'aurait jamais su. Et il aurait passé de longues années à en vouloir à sa mère. Alors que la mère n'a été qu'une héritière. Peut-être encore une victime de tout ce qui se passe. D'où l'importance de pouvoir discuter avec l'enfant, surtout quand il a des blessures. Il a traversé des situations difficiles au cours de l'année. Nous parlons vacances et pendant les vacances, il y en a qui font le programme de voyager et d'autres décident de rester à la maison. Selon vous, quelle est la meilleure manière de passer les vacances? Ça, c'est une question piège. Question piège? Un enfant, quelque part, serait en train de dire, il ne faut pas que mes parents écoutent ce que le monsieur là va dire. Il ne faut pas gâter les plans de certains. Non, je ne me le permettrai pas. D'ailleurs, il faut dire que les vacances permettent beaucoup de choses. Oui. D'accord? Les vacances permettent de sortir de son environnement. D'accord? À l'enfant principalement, de sortir de son environnement habituel, d'affronter de nouvelles situations. On est d'accord? Permettent à l'enfant de prendre des décisions sans l'aide immédiate des parents. Quand l'enfant le matin décide qu'après avoir mangé, je vais aller jouer, il n'a consulté personne. Et certaines fois, il n'informe même personne. Il décide, on se rend compte qu'il n'est plus à la maison. Il est où? Le voilà, sur le terrain, en train de courir. Certaines fois, il ne touche même pas le ballon une seule fois sur 2 heures. Mais le fait d'avoir couru pendant 2 heures avec ses camarades, ça lui fait du bien. Les vacances permettent aussi à l'enfant de se sentir utile. Comme je l'avais dit, les enfants qui aident leurs parents dans leurs activités, ils ne se savaient pas capables de faire certaines choses. Mais quand on leur montre ces choses, ils se rendent compte que, ok, donc moi aussi je pouvais faire ça. Je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Ils se découvrent des talents cachés. Ils se découvrent des talents cachés. C'est là que certains enfants découvrent leur vocation. Donc, pour l'enfant, faut-il voyager? Ne pas voyager? Ça dépend. Où voudra-t-il aller? Chez qui? Pourquoi? Ce sont des questions à se poser. Voyager, ce n'est pas seulement prendre une voiture, parcourir des centaines de kilomètres. Non. Un enfant qui habitait à Agoué-Sogbosito et qui, pendant les vacances, est venu rester chez sa tante à Agoué-Gakpoto, a voyagé pour aller en vacances. Il est allé en vacances. Il a changé d'environnement. C'est la ville qui n'a pas changé. À toi de voir. Sinon, lui, il a changé d'environnement. Un enfant qui quitte, je ne sais pas, Baguida, oui, pour venir en vacances à je ne sais où, je ne sais pas, dans le quartier appelé rue de l'Ocam, par exemple. Il a voyagé. L'enfant qui quitte Tchévier,
il vient en vacances à Lomé. Ou bien quitte Davier, il va dans la ville de Tchévier. Pour lui, il a voyagé. Donc, tout est question de la raison et de chez qui l'enfant va. Donc, c'est important. Maintenant, il y a certains qui n'ont pratiquement personne quelque part chez qui l'enfant pourrait aller. Oui. Donc, voyage, rien à faire. Si le parent lui-même n'a pas prévu faire ce voyage-là avec l'enfant pour aller séjourner quelque part pendant un temps revenir. Raison pour laquelle j'ai parlé entre-temps des camps de vacances. Des excursions. Des excursions, des colonies de vacances, comme on aime bien les appeler. Tout ça, si l'enfant peut participer, c'est une bonne chose. Mais si les parents n'ont pas les moyens, ou qu'ils ont fait un autre programme avec l'enfant, pas sans l'enfant, il faut que les parents retiennent cela. Je dis toujours, tout le bien que tu me souhaites, ou tout ce que tu veux me faire, sans moi, c'est contre moi. Informe-moi. Dis-moi. L'enfant est certes un enfant, mais il a son mot à dire. Certaines fois, quand vous écoutez l'enfant, vous saurez que vous êtes carrément à côté de la plaque. Tout ce que vous prévoyez pour lui là ne l'intéresse pas. Mais l'enfant accepte juste parce que vous le lui avez imposé. Vous avez dit, et lui il fait. Il le fait, pas pour lui, mais pour vous. Parce que c'est que s'il ne le fait pas, soit on va le punir, soit vous serez fâché, ou vous serez frustré, ainsi de suite. On va le priver de sortie future. Voilà. Donc, il obéit juste. Il ne prend pas plaisir. Donc, il faut le faire, il faut faire ce programme avec l'enfant. Lui faire, c'est-à-dire avoir son adhésion dans une certaine mesure, même si ce n'est pas 100%, qu'il soit d'accord. 2, lui faire connaître le bien fondé, les intérêts pour lui d'accepter ou de participer à ce programme qu'on est en train de lui présenter là, de lui proposer. Quand l'enfant adhère, vous savez, on dit il vaut mieux amener la personne à adhérer que de la contraindre. Celui qui adhère agit de manière volontaire, est beaucoup plus engagé, beaucoup plus impliqué que celui qu'on contraint. Celui qu'on contraint peut détruire même le programme. Oui. C'est parce qu'il y a le programme là qui a ça, non. Ne m'oubliez que quoi prochainement, ils ne vont plus m'appeler. Parce qu'ils sauront que je ne vais pas bien faire. Donc, quand l'enfant adhère, ça va avec l'enfant. Donc, dire que le voyage serait l'idéal, non. Le voyage serait une opportunité. Mais le fait de rester aussi sur place est une opportunité parce qu'on va découvrir d'autres choses. C'est en vacances que moi j'ai découvert, par exemple, tout en étant à Lomé, c'est en vacances que j'ai découvert la météo. La météo. Le service de météorologie. C'est en vacances que j'ai suivi le journal jusqu'à finir et j'ai suivi le programme de météo. Hein? Ça aussi c'est quoi? On dit prévision. Prévision par rapport à quoi? Où voici va pleuvoir, le soleil va se lever. Ça aussi c'est important. Si le jour on saura. Non. Et c'est là que j'ai poussé un peu plus ma curiosité. J'ai découvert que c'est une science, toute une science. Et des gens passent des années de leur vie à étudier cela. Si j'étais parti quelque part, je serais peut-être occupé à m'amuser. Je n'aurais pas pu suivre la télé. Peut-être que c'est à l'université, j'aurais entendu parler de la météo. Ce serait assez tard. Et c'est ridicule. Donc, il faut choisir en fonction de ce qui s'offre. D'accord. Parlons de ce choix. On peut décider, à défaut de voyager, peut-être d'explorer la ville, les sites touristiques de la ville dans laquelle on est, ou visiter les petits restaurants. Maintenant, si on revient à la question de voyage, sur quels critères, en tant que parent, doit se baser pour choisir l'endroit où l'enfant ira faire son séjour? Bien. C'est un peu comme vouloir sortir ou faire sortir ses employés. Ah oui. Ah ben oui, 16 employés. Vous savez, la famille, c'est une société. C'est une entreprise. Il y a le chef d'entreprise, il y a l'assistante de direction et il y a le personnel, les autres membres, les travailleurs. Donc il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, les domestiques et tout ça là, tout ça dedans. Quand un chef d'entreprise, un directeur, décide d'offrir une sortie à ses employés, c'est pour un objectif. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent
a versé par la fenêtre, ou a jeté par la fenêtre. Ce n'est pas parce qu'il a envie de s'amuser. Non. C'est pour un meilleur rendement qu'il décide de leur offrir ce temps de distraction, ce temps de loisir. Il dit que c'est gratuit. Venez, allons, vous allez manger, vous allez boire, ainsi de suite. Vous allez faire tout ce que... Vous croyez qu'il n'a pas d'objectif? Il a plein d'objectifs. Il a ces objectifs qu'à chaque fois, il coche. À chaque fois qu'il voit un objectif atteint, il coche. Et quand il rentre, il fait le bilan de cette sortie. Peut-être qu'il a une projection sur 6 mois pour évaluer les effets ou l'impact de cette sortie. Il va voir comment vous allez travailler désormais pour voir si cela vous a fait du bien, quelle a été l'ambiance au service, la notion d'équipe, comment ça a fonctionné, ainsi de suite. Et il apprend, il découvre, il voit, il s'adapte. C'est pareil avec les enfants. Lorsque je veux que l'enfant aille en vacances quelque part, qu'il voyage, c'est pourquoi? Est-ce juste pour changer d'environnement? Est-ce juste pour découvrir de nouveaux endroits? Certaines fois, que se passe-t-il? On t'envoie chez un oncle, chez une tante, chez un grand frère, une grande soeur, parce que quand les vacances seront à terme, ce frère ou cette tante pourra te préparer la rentrée. Oui. Ah. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Parce qu'il ne va pas te laisser rentrer main vide. Va t'acheter les cahiers, te coudre le kaki, t'acheter des chaussures et tout ça. Au moins les cahiers, tu auras. C'est déjà un objectif. C'est pour ça qu'on t'a envoyé précisément là. Je me rappelle quand je venais en vacances chez mon oncle, c'est que lui-même il savait que quand on arrive, c'est qu'à la fin on doit prendre le cahier, le sac et tout ça. Donc, en quittant déjà, chacun tient la liste de ses fournitures scolaires pour l'année prochaine. Parce qu'à un moment donné, il va demander. Miwa miabe, fourniture ova, et on lui donne. Tout joyeux. Ah, l'objectif est atteint. Oui. On lui remet. Et vers la fin des vacances, à 3 ou 4 jours de votre départ, il vous appelle, il donne à chacun. Donc tout est fonction de l'objectif, de la raison pour laquelle on amène l'enfant en vacances. Si par exemple, l'enfant est un bandit, ou il s'est comporté en bandit tout le long de l'année, on voit chez quel membre de famille il peut passer les vacances pour être un peu coincé, un peu recadré. C'est en fonction de cela. Il y a certains enfants qui carrément sont envoyés dans un camp. Je dis camp militaire, où un oncle ou une connaissance est. Certaines fois, vous vous demandez quel est le lien familial ou le lien de famille entre ce monsieur et celui chez qui son enfant est allé en vacances. Ce ne sont que des connaissances. Oui. Ils s'entendent. Mon garçon là, je n'y arrive plus. Il dit, oh, envoie-le-moi en vacances. J'ai déjà reçu 2 filles comme ça. Chez vous? Chez moi, oui. Parce que, on rit souvent, mais certains savent que c'est compliqué chez moi. La petite est venue en vacances. Pour elle, elle est venue chez son cousin, nanana, oui. Mais le lendemain, je l'ai réveillée. Chez moi, voici. Pour que les vacances soient bonnes, pour qu'on puisse sortir de temps en temps, voici. Elle l'a fait pendant 1 semaine. Pendant tout le reste du temps, elle s'est appliquée. Quand elle est retournée, le papa a dit, merde, il aurait su que j'ai fait autant d'impact. Il m'aurait demandé de la garder. Parce que quand elle est retournée, celle qui se réveillait à 6 heures, devant aller à l'école à 6h30. Il se réveille à 6h. Elle rentre dans la douche. Prend son sac. Tu n'as pas balayé. Elle parle. Les parents murmurent. Elle se réveille. Elle balaye. Le papa m'a appelé. Dès qu'elle est arrivée le lendemain, le papa m'a appelé. Et vu le colonou. Il dit, et quel est le problème? Comment est bon? Elle dit, elle va pleurer. Oh, akbe. C'est ce qu'il a dit. Une deuxième est venue de Sotobois. Et bon, elle l'autre, c'est la cousine à madame. Elle est arrivée de la même manière. Elle est retournée et sa maman et son papa sont redescendus 1 mois plus tard pour venir nous dire merci. Que franchement, non, qu'il y a eu du changement. Juste pour dire, je ne parle pas de moi, juste, je donne un exemple, juste pour dire que tout est fonction de l'objectif.
Et c'est en fonction de cela que le parent lui-même va s'organiser. Certaines fois, ça fait mal de savoir. Parce que l'enfant qui est là-bas se plaint. Hein. Certaines fois, il appelle. Oui. Pour dire, maman, on me fait ci, on me fait ça. On dit, Doji là, les vacances vont finir bientôt. Oh, tu vas rentrer bientôt. C'est ton oncle, c'est pas Ramou qui te fait ça. Est-ce qu'il traite ses enfants autrement? On dit non. Alors toi aussi, reste dans le lot. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait mal, surtout les mamans. Mais, pour que l'objectif soit atteint, il faut prendre le risque. D'accord. Donc, la meilleure des manières, c'est de se définir un objectif et agir en fonction pour l'enfant. Identifier l'endroit adéquat où il faudra envoyer l'enfant. Exactement. Alors, une fois sur place, est-ce qu'on peut donner une orientation par rapport au type d'activité à faire avec les enfants? À supposer que les enfants sont partis peut-être en colonie, est-ce qu'il faut dire aux encadreurs, voilà telle activité que je voudrais que mon enfant fasse? Si l'enfant est allé chez la tante, on dit, voilà telle activité que je voudrais que l'enfant fasse. Ou carrément, si on a voyagé avec les enfants, comment est-ce qu'on choisit le type d'activité qui va stimuler, qui aura un impact positif sur le mental de l'enfant? D'accord. D'abord, comme on l'a dit, ce n'est qu'une suite, ce que je vais dire. En fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, il faut les activités qui vont avec ou qui permettent ces objectifs-là. Si l'enfant doit participer à une colonie de vacances, c'est que toi, le parent qui l'a inscrit, tu sais ce qui va se faire au cours de cette colonie de vacances. Tu le sais. Tu connais les activités. C'est d'ailleurs ce qui t'a convaincu d'inscrire l'enfant. Tu ne t'es pas juste levé pour dire, bof, qu'on l'amène un peu loin de nous, qu'il nous laisse tranquille. Non. C'est parce que tu sais ce qui va se faire. Maintenant, en fonction de ces activités, oui, il faut approcher les organisateurs, ceux qui sont au devant, pour leur dire, cette activité-ci, je crois que mon enfant pourra beaucoup plus en tirer quelque chose. Ou plutôt, orientez-le vers ceci. Ceci, c'est quelque chose qu'il déteste. Si vous le faites faire cette activité, il risque de ne plus accepter de participer aux autres. Faites ceci, cela, cela. Et ils savent. D'ailleurs, je crois, à ce que je sache, que pour les organisateurs de colonies de vacances, pour chaque enfant, il y a une fiche à remplir. Et sur cette fiche-là, il y a des informations à donner, des informations à cocher. Cela permet aux organisateurs de savoir comment encadrer spécialement cet enfant-là durant cette période-là. Si c'est chez une tante, chez un oncle, il y a des consignes qu'on a données avant que toi tu n'arrives. Hein. Souvent c'est comme ça. Avant que l'enfant n'arrive là-bas, il y a eu des choses qui ont été dites. Souvent tu es même là et puis on te dit, on t'appelle chez qui tu es allé en vacances. On te dit, ta maman te cherche au téléphone. En fait, il y a eu une longue discussion à ton insu, à ton sujet, à laquelle tu n'as pas participé et que tu n'as pas entendu. C'est quand on a besoin de toi maintenant. C'est la tante ou l'oncle chez qui tu es allé a déjà donné des informations. On te dit, ta maman veut te parler. Et tu viens, tu prends le téléphone, tu crois que non, c'est toi qui veux donner les informations. Maman, nanani, nanana. Et ta maman sait déjà quelle consigne elle a passé. Après avoir discuté avec toi, on ne raccroche pas en même temps. L'oncle ou la tante reprend le téléphone. Et toi, on te dit, tu peux repartir. Que crois-tu qui se passe? On est en train de planifier sur ta vie. On est en train de décider comment te traiter, à quelle sauce te manger pendant cette vacances-là. Sans que tu ne saches. Sans que tu ne saches. Donc, toutes ces orientations, généralement, vous êtes en vacances, celui chez qui vous êtes, il vient un matin, il t'appelle, toi, bon, désormais, tu ne vas plus faire ceci. C'est ça là que tu vas faire. Cette activité, telle va la faire désormais, ainsi de suite. À quoi est-ce que tu penses? Non, c'est parce que des instructions sont passées où l'orientation a été donnée. Raison pour laquelle, toi, cette activité-là, on te la signe. Et certaines fois, on demande à l'enfant de ces activités choisies. L'enfant choisit. Pourquoi as-tu choisi cela? Pourquoi tu n'as pas choisi celle-ci? L'enfant s'exprime. Cela permet aussi à l'oncle ou à la tante ou au frère de savoir, de mieux apprécier l'enfant. Certaines fois, on raconte des choses à ces personnes, mais quand ces personnes discutent avec l'intéressé, elles se rendent compte que il y a quelque chose. Et c'est souvent ces personnes qui font un retour aux parents pour leur dire, en fait,
ton enfant, tu l'as toujours considéré comme tel, mais voici le problème, voici ce que j'ai découvert, voici ce que j'ai appris. Tel que je le dis, celle qui est venue de ce tout-bois, par exemple, j'ai informé sa mère que le problème avec eux, c'est qu'ils ne causent pas avec l'enfant. La seule communication qui est entre eux, c'est viens, je vais t'envoyer. Va me faire ceci, va me faire cela. Mais moi, je prends la peine de demander à l'enfant, ça va? Comment as-tu dormi? Bien dormi, bien réveillé? Quel rêve tu as fait? Raconte-moi. Et comme de l'amusement, comme en train de blaguer, l'enfant dit, elle a rêvé de ci, elle a rêvé de ça. Celle que j'appelle l'enfant était en 3e. Elle a rêvé de ci, elle a rêvé de ça, ok? Ok, la prochaine fois que tu seras en train de rêver de ça, là, tape celui-ci, dis-lui que tu n'aimes pas ça. Et on en rit. Mais quand moi je pars, je travaille sur ces informations. Je reviens. Et je lui passe certaines consignes. Prions, par exemple. Prions pour que Dieu, pour orienter aussi la prière. Cela aide. Donc c'est important de donner des orientations puisque chaque enfant est fait pour une destination donnée. Il faut que les parents apprennent à accompagner leurs enfants, que ce soit en cours d'année comme en période de vacances. Très bien. Et il faut tenir compte de la personnalité de ces enfants. Alors, nous sommes talonnés un peu par le temps. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces, 2 ou 3, pour bien profiter des vacances dans lesquelles nous sommes, parents et enfants? D'abord, dire aux parents que la période des vacances n'est pas une période d'études. Il faut qu'on informe les parents et qu'ils le sachent. Les vacances ne sont pas faites pour les mêmes études que l'enfant a faites au cours de l'année. S'il doit étudier, que ce soit d'autres domaines. Ça, c'est 1. De 2, que les parents profitent de ces vacances-ci pour passer un peu de temps avec leurs enfants. L'argent, c'est bon, c'est vrai. Mais l'argent, ce n'est pas tout. L'enfant a besoin de communiquer avec le parent. Ne serait-ce que 30 minutes par semaine. Je dis par semaine. Parce que certains n'ont même pas 5 minutes par semaine pour leurs enfants. Il faut aussi aux parents passer du temps, puisque habituellement les enfants peut-être partaient plus tôt ou après eux, que pendant ces vacances, ils prennent le temps de prier avec les enfants. Cela va amener les enfants à savoir que les parents ont un égard pour eux. Leur vie spirituelle intéresse aussi les parents. C'est important. Et maintenant, pour les enfants, toujours suivre les orientations des parents. Mais ne pas hésiter à leur faire part de leurs propres désirs. Et pendant les vacances, c'est plus facile de mettre son désir qu'en cours d'année. Parce qu'en vacances, l'enfant est libre de s'amuser. Donc, le parent comprendra quand l'enfant dit « je vais aller m'amuser chez tel camarade ». C'est beaucoup plus facile. Oui, nous retiendrons de votre mot de fin qu'il est important pour les parents de passer des moments de qualité avec les enfants, de communiquer avec eux et pour les enfants de suivre les orientations des parents et profiter de l'occasion pour demander ce qu'ils désirent. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Merci à Laurent Afouji d'avoir répondu à notre invitation. C'était Méchac Nyaro au micro. Au revoir.